ce journal avec les titres. Au Kenya, la grève des médecins persiste. Les médecins grévistes défient le gouvernement. Le Congo accusé de violation des droits de l'homme. En Égypte, les femmes se lancent dans les métiers réservés aux hommes. À l'international, à Paris, MSF soigne les migrants dans une clinique mobile. Bienvenue chers téléspectateurs sur Béni TV. Débutons ce journal avec l'actualité africaine. La grève des médecins au Kenya se poursuit. Depuis plus de 3 mois, environ 5000 médecins du secteur public kenyan sont en grève et ont refusé une nouvelle fois de reprendre le travail le mercredi dernier. C'est l'une des plus longues grèves qu'ait connue le Kenya dans le domaine médical. Depuis décembre dernier, les médecins du secteur public réclament aux autorités la mise en œuvre d'un accord convenu en 2013. Celui-ci prévoit entre autres une augmentation de salaire de 150 à 180%. La vérité, c'est que tout ceci avait déjà été convenu. Il n'y avait pas de négociation à propos de l'argent. Un accord avait été trouvé et le problème était entièrement réglé. Mais comme dans toutes les grèves, il y a un protocole à respecter pour y mettre fin et un accord doit être signé. Le chemin a été long et difficile. Beaucoup de gens ont souffert, surtout les patients. Donc il est grand temps pour nous de retourner au travail. Mais pour cela, l'accord doit être signé. Du côté du gouvernement, on appelle à l'arrêt immédiat de cette grève. En janvier dernier, un tribunal kényan avait condamné 7 représentants syndicaux à 1 mois de prison avec sursis, les sommant de mettre un terme aux manifestations. Vous devez vous rappeler que nous demeurons un pays en développement qui a encore beaucoup de chemin à parcourir. On ne peut pas avoir ce que l'on veut directement après l'avoir demandé. Maintenant, il me semble que les médecins devraient prêter attention à leurs circonstances nationales et se souvenir que leur devoir est de sauver des vies. Il serait sage qu'ils soient guidés par la patience et la praticité. Les deux parties campent sur leur position et un accord satisfaisant pour chacun d'entre eux semble difficile à trouver. Les millions de Kenyans qui n'ont pas les moyens de se soigner dans des établissements privés sont les principales victimes de cette grève. En République démocratique du Congo, l'opposition politique est minée par des luttes intestines et des conflits de succession depuis la mort d'Étienne Tshisekedi en février dernier. Des polémiques sont aussi nées autour de ses obsèques. Depuis le décès d'Étienne Tshisekedi, les luttes intestines et les différences sur la succession continuent à troubler l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'incertitude persiste sur les funérailles nationales du chef de l'opposition en République démocratique du Congo. Pour rappel, Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février 2017 en Belgique à l'âge de 84 ans. L'UDPS fait partie d'une coalition de l'opposition qui maintient sa position contre le président Joseph Kabila qui gouverne le Congo depuis 2001. Nous, à l'IDPS, la famille politique du président Étienne Tshisekedi, nous n'avons aucun problème avec la famille biologique, puisque un des fils du président Tshisekedi est membre de la direction politique de l'IDPS. Mais au moment où le secrétaire général avait adressé une liste au gouverneur de la ville pour lui proposer 4 sites où le président devrait être inhumé, et le gouverneur a préféré nous contourner pour aller négocier avec la famille. Et après, vous savez très bien que du vivant du président Tshisekedi, le président écoutait beaucoup plus la population que sa famille biologique. Et c'est cette voie-là que la famille biologique a emprunté. Après avoir annoncé officiellement que le corps sera rapatrié le 11, il y a eu des protestations sur toute l'étendue de la République. Et la famille ne pouvait pas aller à contre-courant avec la volonté populaire. C'est ça la réalité. La famille et les membres de l'UDPS disent vouloir enterrer l'opposant historique au quartier général du parti qu'il a créé. Au même moment, les autorités proposent qu'il soit enterré au cimetière de Gombe dans le centre-ville de Kinshasa. Nombreux sont ceux parmi les partisans d'Étienne Tshisekedi qui disent également que le site proposé par les autorités n'est pas approprié à la stature de leur leader. Nous demandons aux politiciens de cesser leur distraction. Notre cher papa, Étienne Tshisekedi, dont je vois l'affichage de sa photo là-bas, nous a laissé une conduite à suivre. Cette conduite à suivre, c'est quoi? C'est l'accord
du 31 décembre. Étienne Tshisekedi a dirigé le bloc de l'opposition pendant les négociations en décembre 2016. Selon des analystes, la mort du leader de l'opposition en février laisse aujourd'hui les adversaires du président sortant affaiblis dans leur tentative de forcer ce dernier à quitter le pouvoir. Toujours au Congo, un rapport du département d'État américain accuse le pays d'avoir violé la quasi-totalité des droits fondamentaux protégés par la Constitution congolaise. Ce rapport est un sérieux coup pour l'image du Congo. Les droits de l'homme ont été largement violés en République du Congo en 2016. C'est le constat fait par le département d'État américain dans son rapport sur les droits de l'homme au Congo, publié récemment. Selon le rapport américain, la quasi-totalité des droits fondamentaux protégés par la Constitution congolaise, le Code de procédure pénale et les traités internationaux ont été violés en République du Congo. Le rapport de 40 pages énumère les violations allant de la disparition forcée à la torture en passant par le viol, tout imputé aux agents de l'État congolais. La situation dans le département du Poul y est largement évoquée. Il ressort que les opérations des forces armées congolaises contre les ex-militants ninja fidèles au pasteur Ntoumi ont poussé 13 000 personnes à fuir leur maison. S'appuyant sur un rapport de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, le département d'État américain rapporte que les autorités congolaises ont délibérément restreint l'aide humanitaire et l'accès aux observateurs et aux journalistes à ce département. Le rapport fait aussi état de l'existence d'une centaine de prisonniers politiques, dont 2 candidats à la présidentielle de l'année dernière. Contacté par Africa News, le ministre de la Justice Pierre Mabiala n'a pas souhaité réagir avant d'avoir fait le point avec les acteurs des droits de l'homme au Congo. Un mot de culture à présent dans ce journal. À Brazzaville, le raffia est très utilisé dans certains rites et coutumes, surtout chez les Tekis. Le paille raffia reste la tenue traditionnelle par excellence. Allons à la découverte de cette richesse traditionnelle. Au Congo-Brazzaville, le raffia est très utilisé dans certains rites et coutumes, surtout chez les Tekis. Le pain raffia reste la tenue traditionnelle portée par le roi Teke et certains chefs coutumiers. Aujourd'hui, de plus en plus, le raffia est utilisé dans l'artisanat. Cependant, les gens ne s'intéressent plus à l'apprentissage de ce métier pour plusieurs raisons, la complexité du métier et la rareté des tisserands. Pour pérenniser l'existence du pain de raffia, M. Raymond tente d'intéresser les jeunes de son village à l'apprentissage, la cueillette et le tissage du raffia, mais sans suite favorable. C'est avec ce palmier bambou que je cueille les feuilles propices à mon travail. Ce que je viens de couper s'appelle mouliki. Ces jeunes feuilles me permettent d'extraire la fibre nécessaire pour le tissage du pain de raffia. Une fois fini le travail d'extraction de la fibre, il faut sécher ces fibres soit au soleil, soit dans une cuisine où le feu est en permanence. Nous voyons ici M. Raymond sorti de sa cuisine avec des fibres sèches. La prochaine étape sera de composer des fibres verticales qui seront entremêlées avec des fibres horizontales. À notre époque, on initiait nos enfants au tissage du raffia dès le bas âge. Une fois grandi, l'enfant devenait apte à exercer ce métier de tisserand. Tisser le raffia est un travail tellement complexe que les apprentis doivent respecter toutes les étapes de la chaîne de tissage. Après avoir tissé le premier mètre carré de raffia appelé l'utsulo en langue teke, qui représente une coupure, pour constituer un pain, il faut assembler 4 coupures en longueur et 3 coupures en largeur. Ici, le travail est manuel, la concentration est donc de mise pour éviter toute erreur. Aujourd'hui, les enfants ne s'intéressent plus au raffia et pensent que c'est un métier réservé aux vieux. Cependant, les curieux viennent regarder comment ça se passe de temps en temps. Le raffia est un pain traditionnel qui continue d'être utilisé au Congo-Brazzaville et dans certains pays de l'Afrique centrale, même s'il se fait de plus en plus rare sur le marché. Toujours en culture, le gouvernement est déterminé à récupérer ses trésors pillés durant la colonisation. Cotonou annonce une rencontre avec les autorités françaises. Au Bénin, la récupération des trésors royaux préoccupe davantage le gouvernement. Après les démarches entreprises en août 2016 auprès des autorités françaises, le Conseil des ministres du mercredi 8 mars 2017 s'est à nouveau penché sur le processus de rapatriement des trésors royaux d'Abomey.
Il ressort qu'une délégation béninoise va rencontrer dans les tout prochains jours les autorités françaises pour discuter de la mise en œuvre du processus de restitution des dits trésors. Je note que nous sommes rentrés dans un dialogue avec un pays, la France, pour la restitution des biens. Et il faut bien recenser ce dont nous parlons. Il faut faire des réunions pour s'entendre sur cela. Et à ce moment-là, les procédures diplomatiques avec l'UNESCO nous aideront à faire revenir tous ces biens dans notre pays. Près de 5000 objets royaux sont concernés par cette demande du gouvernement. Le débat porte aujourd'hui sur la capacité du Bénin à conserver convenablement ces trésors. Des voix estimant que le Bénin ne serait pas en mesure de sécuriser ces trésors. Dans son programme d'action, le gouvernement a prévu la construction de musées. La question des bâtiments, des locaux, la construction des musées n'est pas un problème insurmontable. Ce qui est difficile, c'est d'accepter de restituer ces biens. Et nous sommes dans ce processus. Pour la conservation de ces biens, lorsqu'ils arriveront dans notre pays, je suppose que d'ici là, nous serions déjà largement avancés. Des trésors culturels du Bénin ont été emportés en France lors des batailles anti-impérialistes de novembre 1892 et sont répartis dans les musées ou collections privées. Rappelons qu'en réponse à la lettre du gouvernement béninois en date du 26 août 2016, le gouvernement français, à travers son ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, a notifié le 12 décembre 2016 son intention de ne pas restituer ces biens culturels issus du patrimoine béninois. En Égypte, les femmes se lancent de plus en plus dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. Elles repoussent ainsi les frontières du genre dans un pays où l'équité entre les sexes est inexistante. En Égypte, les femmes repoussent les frontières du genre dans un pays où l'équité entre les sexes est quasi inexistante. Pour lutter contre les difficultés économiques, de nombreuses femmes se sont tournées vers des métiers traditionnellement dominés par les hommes pour soutenir leur famille. L'une d'entre elles, Asma Megahed, a rejoint son mari dans sa charpenterie. Tout d'abord, tous mes frères sont des garçons et au début, ils étaient tous contre le fait que je travaille ici. Ma mère était contre et elle disait « Tu te fais trop de peine, ne sors pas, tu es dehors toute la journée ». Et mes frères disaient « Pourquoi t'infliges-tu cela ? Pourquoi ne restes-tu pas à la maison et le laisser s'occuper de toi ?» Mais il ne s'agit pas de nourriture et de boissons, c'est comment chaque femme a des objectifs qu'elle souhaite atteindre. Plusieurs organisations telles que le Conseil national pour les femmes plaident pour plus d'aide aux femmes qui entrent sur le marché du travail. En 2017, nous nous concentrons sur l'émancipation économique pour créer des femmes productives dans divers domaines, qu'elles travaillent dans le recyclage, la menuiserie ou l'art, le travail qui les a portées à la réussite mondiale, ou les femmes qui ont travaillé dur, qui ont lancé de petits projets et les projets de taille moyenne, et nous nous concentrons sur la façon de les faire réussir et de commercialiser leurs produits, et comment entrer dans le domaine de l'autonomisation économique avec des compétences. Selon le FMI, l'augmentation du taux d'activité des femmes dans des domaines réservés aux hommes est essentielle pour promouvoir la croissance économique en Égypte. À l'international à présent, Ankara ne décolère toujours pas après les pays qui refusent d'accueillir la campagne électorale du référendum. En France, lors d'un meeting en faveur du oui, plusieurs ministres turcs ont fustigé les membres de l'UE. Le ton monte dangereusement entre Ankara et plusieurs États membres de l'Union européenne. En campagne électorale auprès de la diaspora turque, comme ici à Metz, plusieurs ministres turcs ont fustigé les villes européennes qui refusaient de les accueillir, à l'image de Rotterdam. Aux Pays-Bas, la soi-disant capitale de la démocratie, et je dis ça avec des guillemets parce qu'ils sont la capitale du fascisme, a déclaré hier le chef de la diplomatie turque après une manifestation de soutien à Ankara dispersée manu militari non loin du consulat de Turquie à Rotterdam. Le Premier ministre néerlandais refuse de présenter les excuses exigées par Ankara après avoir décidé d'interdire la venue de ministres turcs. Certains politiciens turcs parlent de nazisme, de fascisme en évoquant les Pays-Bas. Ce pays, comme l'a rappelé le maire de Rotterdam samedi, a été bombardé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. C'est totalement inacceptable de parler ainsi, dit-il. Bien sûr qu'il n'y aura pas d'excuses et c'est eux qui devraient nous les présenter pour ce qu'ils ont fait.
En campagne dans le nord de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdoğan hausse le ton et galvanise une foule venue l'écouter, les hommes séparés des femmes par une barrière de sécurité. Les Pays-Bas n'ont rien d'un pays membre de l'Union européenne, dit-il. C'est une république bananière. Le monde est témoin de la façon dont ils nous ont fait la leçon sur les droits humains, l'état de droit et la démocratie depuis des années alors qu'ils sont loin de ces valeurs. Recep Tayyip Erdoğan fait campagne pour le oui au référendum du 16 avril qui vise à renforcer les pouvoirs du chef de l'État. En Allemagne, Martin Schulz, adversaire déclaré d'Angela Merkel, profite en ce moment des sondages avantageux. Les internautes n'hésitent pas à le dépeindre en héros sur les réseaux sociaux. Reportage. Martin Schulz, la bombe sexuelle, le TGV ou le dieu chancelier. Sur les réseaux sociaux, les supporters du candidat social-démocrate à la chancellerie s'en donnent à cœur joie. Un phénomène qui contribue à rendre l'ancien président du Parlement européen plus populaire et plus accessible. Conscient de cette aide virtuelle inattendue, Martin Schulz a même posté une vidéo sur la plateforme Reddit pour remercier ses partisans. Vous avez déclenché une véritable onde de choc et c'est une grande aide pour moi. Je vous remercie pour votre enthousiasme, nous en avons besoin. L'annonce de sa candidature à la chancellerie fin janvier a fait bondir les sondages, 10 points en plus pour son parti. Certaines enquêtes d'opinion le placent même devant sa rivale Angela Merkel. Martin Schulz, alcoolique repenti, ancien libraire qui n'a pas le bac, fait souffler un vent de fraîcheur sur les électeurs. Il est très sympathique. J'ai trouvé qu'il avait fait bouger les choses quand il était au Parlement européen. J'espère qu'il pourra faire la même chose pour l'Allemagne. Bien sûr, il apporte un peu d'énergie dans la politique allemande. Il est rafraîchissant et comme il n'était pas dans le gouvernement allemand, il peut attaquer les autres. On va voir si ça reste comme ça. Mais la route est encore longue jusqu'à la chancellerie. Les élections sont prévues en septembre et le candidat n'a pas encore présenté tout son programme. Il y a encore des incertitudes, donc c'est facile pour les gens de faire des projections sur son programme. Le jour où il fixera son cap, notamment sur les questions liées aux réfugiés ou à la sécurité intérieure, il n'aura pas que des amis. Ça pourrait lui retomber dessus. La problématique de l'accueil des réfugiés qui a fait dégringoler la popularité de la chancelière sera au centre de la campagne électorale. Angela Merkel n'a pas encore vraiment lancé la sienne, mais celle qui est au pouvoir depuis 11 ans compte sur son bilan économique et sa longévité pour garder sa place. Pour contrecarrer les effets du Brexit, l'Écosse entend organiser des référendums d'indépendance. En Europe, on assiste à de grandes aspirations indépendantistes. Vidéographie. L'Europe est composée d'États-nations, mais inclut également des nations qui n'ont pas leur État et dont les forces politiques aspirent à l'indépendance. L'Écosse a rejeté l'indépendance en septembre 2014 à 55%, mais un nouveau référendum d'autodétermination pourrait y être organisé. En Espagne, c'est en Catalogne, région la plus riche du pays, que les volontés séparatistes sont les plus fortes. Les indépendantistes y ont obtenu la majorité au Parlement régional en septembre 2015. Un autre foyer indépendantiste est le Pays basque. En Italie, la Ligue du Nord a été fondée en 1991. Le parti milite pour l'indépendance de la Padanie, région autour du Pô constituée principalement de la Lombardie et de la Vénétie, prospères et industrielles. La Corse est la seule collectivité en France à disposer d'un statut particulier. Malgré cette autonomie, des partis nationalistes, arrivés en tête des élections régionales en décembre 2015, aspirent à l'indépendance totale. En Belgique, les indépendantistes flamands estiment que leur riche région, la Flandre, subventionne la Wallonie francophone. Ils demandent le remplacement de l'État fédéral belge par une confédération, un premier pas vers une indépendance. La découverte de gisements de pétrole et de gaz a renforcé les aspirations indépendantistes des îles Féroé. Ce territoire de 18 îles bénéficie d'un statut d'autonomie interne et rêve de rompre les amarres avec le Danemark. L'indépendance envers le pouvoir central reste un sujet politique fort dans certaines régions en Europe, mais jusqu'à maintenant, aucun territoire de l'Union européenne n'a effectivement déclaré son indépendance.
Les Biélorusses n'entendent pas payer les nouvelles taxes fixées par le président Alexander Loukachenko. Des milliers de Biélorusses ont protesté contre une prétendue taxe sociale parasite. Regardez cet élément. En Biélorussie, les manifestants ont maintenu ce week-end leur pression sur le président Alexander Loukachenko. Ils ont protesté massivement dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Minsk, contre une prétendue taxe sociale parasite qui toucherait ceux qui travaillent moins de 6 mois par an. Il est facile pour lui de dire « allez chercher un emploi ». Oui, vous pouvez chercher un emploi, mais c'est long et dur. Et comment allez-vous vivre pendant ce temps? Je ne sais pas. Vous devez payer un appartement, vous nourrir et utiliser les transports en commun pour chercher un emploi. Certains vont plus loin en demandant la démission de Loukachenko. Je suis sûr que si tout le monde sort, nous allons changer le gouvernement et tout ira bien. Si nous continuons à avoir peur, nos enfants auront aussi peur. La taxe parasite cible les personnes travaillant moins de 183 jours par an. Les autorités du président Loukachenko, qui ont fait preuve de fermeté depuis 1994, n'ont pas utilisé la force contre les manifestants, mais plus tard, une dizaine de militants ont été arrêtés. De nouvelles élections auront lieu en Corée du Sud dans 60 jours. La présidente destituée, Park Geun-hye, s'est retirée, chaleureusement accueillie par ses partisans. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye, destituée vendredi par la Cour constitutionnelle, une première dans l'histoire de cette jeune république, a rejoint dimanche soir son domicile privé dans le sud de la capitale, Séoul. Elle y a été chaleureusement accueillie par plusieurs centaines de partisans. L'Assemblée nationale avait voté sa destitution en décembre en raison d'un scandale mêlant trafic d'influence et corruption, au centre duquel se trouve une femme faisant office de confidente secrète au point d'être intervenue dans les affaires de l'État. Désormais privée de son immunité présidentielle, elle devrait faire l'objet de poursuites judiciaires. La télévision a diffusé en direct le départ de la présidente à bord d'une limousine noire escortée par des dizaines de motards et environ 800 policiers avaient été mobilisés pour éviter des violences. La page Park tournait prématurément au bout de 4 ans sous la pression populaire. Le pays doit maintenant élire un nouveau président. Le scrutin pourrait se tenir le 9 mai. Le grand favori des sondages, son opposant Moon, a lancé un appel à l'unité pour faire entrer son pays dans une nouvelle histoire. À Paris, depuis décembre, Médecins sans frontières a ouvert une clinique mobile pour soigner les migrants aux portes du centre de premiers accueils, suivant ce reportage. La salle d'attente est sans doute l'une des plus petites de France, mais elle ne désemplit pas. À l'intérieur, le cabinet médical tient lui aussi dans un mouchoir de poche, d'autant qu'un interprète assiste généralement les patients. Rien de grave pour ce migrant soudanais qui repartira avec une boîte d'antalgique et de la crème anti-démangeaison. Ici, la majorité des motifs de consultation relèvent de rhume, de bronchite ou d'angine, mais pas question de prendre ça à la légère. Avoir un virus, voilà, quand on peut rentrer chez soi le soir, se coucher, effectivement c'est pas très grave, mais avoir même juste mal à la gorge ou le nez qui coule quand on est dans la rue, c'est pas marrant à gérer, quoi, hein. C'est quand même des conditions qui fait que même une petite maladie est quand même pas si anodine que ça, quoi. Voilà bientôt 3 mois que Médecins sans frontières a installé cette clinique mobile aux abords du centre humanitaire ouvert Porte de la Chapelle, dans le nord de Paris. Dans cette camionnette médicale, recyclée de la jungle de Calais, on accueille 5 après-midi par semaine les migrants qui ne trouvent nulle part où se faire soigner. J'arrive d'Afghanistan et je suis hébergé dans un hôtel social en France. Mais j'ai attrapé ça à cause de la literie. Il faut savoir que c'est des gens qui sont sur la route depuis des mois, qui parfois n'ont eu aucun accès à des soins pendant des mois. Ils ont subi des violences, ils ont subi des vols, ils ont vraiment été perturbés psychologiquement et physiquement. À raison de 25 consultations par jour, MSF a déjà vu quelques 600 patients et s'est aperçu que près d'un tiers d'entre eux revenaient les voir. Ils ne reviennent pas vraiment parce qu'ils sont toujours malades. Ils reviennent parce qu'ils trouvent ici un lieu où ils peuvent discuter avec nos interprètes. Ils reconstruisent un petit cocon un peu plus serein, un peu plus familial. Ils discutent avec nos interprètes, on leur donne à boire, on les oriente. On fait beaucoup d'orientation. Car autour du centre de la Chapelle, la pression migratoire se fait de plus en plus forte,
Avec ces dernières semaines, près de 300 nouvelles arrivées tous les jours. Installé à titre expérimental, le dispositif médical de MSF pourrait bien s'éterniser. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.